Howdy folks, cette vidéo est sortie le 12 octobre 2020, le jour de Christophe Colomb aux États-Unis. Enfin, je dis aux États-Unis, mais c'est en excluant les territoires en vert sur cette carte qui donne à ce jour férié un autre nom. Une minorité d'activistes attaque aujourd'hui Columbus Day. Il est temps de rétablir la vérité sur Cristoforo Colombo. Vous êtes sur The American Dream et regardez Faux et usage de faux, l'émission où l'on explique, confirme ou infirme une idée reçue sur les US. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que nous serons live sur YouTube le 3 novembre 2020 pour couvrir l'élection présidentielle américaine en direct. Rejoignez-nous donc à 21h, heure française, pour ce live interactif. Il y a un lien en description pour vous définir un rappel. Je vais pas revenir là-dessus trop longtemps parce que tout le monde le sait, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Plus précisément, il a réalisé le premier voyage documenté, vérifié et attesté par tous d'un Européen traversant l'Atlantique. D'ailleurs, quand je dis Amérique, je parle ici du continent, parce que les 4 voyages de Christophe Colomb l'ont en réalité emmené dans les Caraïbes et sur la côte de l'Amérique latine, mais pas sur la côte de ce qui deviendra les États-Unis. Cet événement, Columbus Day, est fêté dans toute l'Amérique. En Amérique latine, on fête le jour de la race, parfois appelé le jour de l'hispanité, où l'on commémore la création de la culture latino, rendue possible avec le métissage des colons espagnols avec les indigènes. Aux États-Unis, Columbus Day est célébré le 2e lundi du mois d'octobre. Dès le XVIIIe siècle, Christophe Colomb est célébré par les immigrés italiens aux États-Unis, qui utilisent cette occasion pour commémorer l'héritage italien dans la culture américaine. En 1891, 11 Italiens sont lynchés par la foule à la Nouvelle-Orléans, ce qui pousse le président de l'époque à proposer les premières célébrations nationales de Christophe Colomb, afin de prouver le soutien du gouvernement fédéral à la communauté italienne. Allez, on va faire une petite parenthèse là-dessus, parce que ça aurait pu être mon point numéro 5 de ma vidéo sur l'esclavage, lien en description. L'Amérique a connu un épisode d'italophobie à la fin du 19e siècle et au début du 20e. À ce moment-là, l'Amérique voit une immigration massive d'Italiens, catholiques, ce qui ne plaît pas beaucoup aux Américains majoritairement protestants. Cet épisode entraîne une auto-ségrégation de la communauté italienne, ce qui forcera à l'époque le communautarisme. Le lynchage de 1891 à la Nouvelle-Orléans est le lynchage le plus important de tous les États-Unis, et il concernait des blancs italiens dont 1300 ont été victimes de lynchage entre 1882 et 1968. Voilà pour la remise en contexte. Drop ton dislike si ces facts vont à l'encontre de tes préjugés. En 1891, le plus gros lynchage de l'histoire des États-Unis cible donc la communauté italienne, et en réponse, le président Benjamin Harrison propose une célébration nationale de Christophe Colomb afin d'apaiser la communauté italienne. Au début du XXe siècle, cette célébration se propage de plus en plus chaque année, jusqu'en 1971 où le jour férié est fixé au 2e lundi du mois d'octobre et est observé par les banques, le gouvernement fédéral et les écoles. Beaucoup d'entreprises privées choisissent de ne pas suivre Columbus Day, c'est encore le cas aujourd'hui. L'opposition à cette fête nationale date de l'époque des lynchages de la communauté italienne. Le KKK s'opposait au jour férié et au monument en l'honneur de Christophe Colomb, car il redoutait l'influence grandissante que gagnait la communauté catholique aux États-Unis. Fast forward en 2006, le KKK n'est bien entendu plus d'actualité, et le sentiment anti-catholique s'est transformé en rejet par certains des fondations de la civilisation occidentale. Il faut dire que Christophe Colomb était une personnification du rêve américain. Issu d'une famille de la basse classe moyenne, autodidacte, persévérant, transnational, entrepreneur et religieux, Christophe Colomb représente tout ce que la gauche déteste. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que les lumières de notre siècle ne s'attaquent à Christophe Colomb. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche au pauvre Christophe ? Christophe Colomb est un homme du XVe siècle en procès au XXIe siècle. En 2006, un document perdu relance une relecture du personnage Christophe Colomb. The Guardian titre même Christophe Colomb, tyran des Caraïbes. Ce document a été retrouvé dans les archives en Espagne et a été écrit par Francisco de Bordilla, lors du procès de Christophe Colomb. Quoi, procès ? Ah oui, on va parler de ça. De retour de son premier voyage en Amérique, Christophe Colomb rapporte sa découverte à la couronne d'Espagne. L'année suivante, il repartira pour le Nouveau Monde avec 17 bateaux et surtout 1200 colons. Le but de l'Espagne est clairement d'établir une colonie dont Christophe Colomb sera le gouverneur. C'est à ce moment-là que les choses deviennent confuses. On rapporte des violences sur les Amérindiens qui auraient détruit et tué tous les Espagnols de la première colonie issue du premier voyage de Colomb. Des histoires de tribus cannibales, bref, c'est le chaos. Pendant ce temps, Christophe Colomb commence son 3e voyage qui l'emmènera jusqu'au continent, au niveau de ce qui est aujourd'hui le Venezuela. De retour dans les Caraïbes, Christophe Colomb doit faire face à une rébellion. Les habitants l'accusent de mauvaise gestion, il est accusé de ne pas être juste avec les colons. Lorsque la nouvelle vient aux oreilles de la couronne espagnole, Christophe Colomb est arrêté et ramené en Europe. Francisco de Bordilla, son grand rival qui depuis le continent dénonçait les mauvais traitements de Christophe Colomb dans les Caraïbes, est alors nommé gouverneur. Christophe Colomb, quant à lui, est entendu par le roi et la reine d'Espagne et sera finalement libéré. Christophe Colomb se fera même financer un 4e voyage dans le but de localiser un passage vers l'Asie. L'expédition se heurtera à l'Amérique centrale et évidemment à l'époque le canal artificiel de Panama n'existait pas. Pour la petite anecdote, et ensuite promis on reviendra aux accusations sur Christophe Colomb, ce 4e voyage a failli très mal se terminer lorsque l'expédition se retrouva coincée en Jamaïque pendant plus d'1 an à cause de dégâts sur les bateaux. Pendant cette période, l'équipage de Christophe Colomb a dû compter sur l'aide des indigènes de l'île.
Muni de cartes astronomiques, il arrive à prédire l'éclipse de soleil de 1504, et la légende raconte que c'est cet événement prophétique qui a convaincu les Amérindiens de les aider. Ok, revenons donc sur ce fameux document découvert en 2006. Celui-ci a été écrit par Bordilla lui-même, le rival de Christophe Colomb, et a été utilisé lors de son procès. En fait, c'est comme si dans 500 ans, quelqu'un retrouvait un disque dur avec toutes les bases de données de Twitter, et qu'en lisant les tweets de Donald Trump, l'humanité faisait une relecture d'Hillary Clinton parce que finalement c'était peut-être une nasty woman. Depuis quand est-ce qu'on considère que l'opinion de l'opposition à quelqu'un comme source? Non, faut regarder l'ensemble des opinions de l'époque, et beaucoup décrivaient Christophe Colomb comme étant très juste avec les Indiens. D'ailleurs, si la rébellion dans les colonies est venue jusqu'aux oreilles de la couronne, c'est en partie parce que Christophe Colomb défendait le sort des Indiens et que les Espagnols n'étaient pas contents. On lit dans cette relecture de Christophe Colomb qu'il aurait été raciste et aurait organisé un génocide. Dans ce cas-là, il faudra m'expliquer pourquoi Christophe Colomb a adopté un enfant indigène et l'a élevé comme son fils. Quant au génocide des Amérindiens, il faut se rappeler que 90% d'entre eux sont morts de maladie à cause du virus venant d'Europe et pour lesquels leur système immunitaire n'était pas adapté. Est-ce qu'on va maintenant accuser Christophe Colomb d'être un ignare en virologie à la fin du XVe siècle? Restons sérieux, s'il faut considérer l'opinion de Francisco Bordilla, il faut aussi considérer les opinions positives de tous ceux qui ont entouré Christophe Colomb. Et puis il faut aussi considérer que Christophe Colomb lui-même a adopté un Indien et l'a élevé comme son fils. Allez, on va maintenant s'intéresser à la deuxième attaque sur Christophe Colomb. Il aurait été un pédophile. Analysons l'argument. Bon alors celui-là, on le voit beaucoup. Regardons chez Vox.com, qui nous donne 9 raisons pour lesquelles Christophe Colomb était un meurtrier, un tyran et un vaurien. Du lourd. Je vais m'intéresser au point numéro 8. Tous les autres points sont débunkés un peu partout sur internet, mais dans cette vidéo, on n'a pas toute la journée, donc c'est parti. Point numéro 8. Christophe Colomb a écrit une lettre à Doña Juana de la Torre, un ami de la reine, dans laquelle il dit « Il y a des gens qui recherchent des filles, celles entre 9 et 10 ans sont très demandées, mais pour tous les âges, un bon prix sera payé. » Christophe Colomb aurait-il été le père spirituel de Jeffrey Epstein? Heureusement, Vox nous donne un lien vers une traduction en anglais de la fameuse lettre en question. On retrouve bien notre citation, et juste en dessous, on retrouve l'avis de Christophe Colomb sur ces pédophiles. Je le jure, de nombreux hommes qui se sont rendus aux Indes ne méritaient pas de vivre aux yeux de Dieu ni du monde. Aïe, en un clic je débunk l'article de Vox en cliquant sur leur source. En fait, Vox a tellement un public d'attardés mentaux qui ne lisent que les titres, qui peuvent même citer une source qui contredit leur article que personne ne s'en rendrait compte. J'espère que ça vous montre bien le niveau des détracteurs millennials de Christophe Colomb. J'ai dit en début de vidéo que Christophe Colomb était un homme du XVe siècle dont on faisait le procès au XXIe siècle. C'est vrai, il est jugé post-mortem sur ses actions du passé avec les mœurs d'aujourd'hui. Non, Christophe Colomb n'était pas un exemple de vertu. J'ai débunké les 2 principales accusations dans cette vidéo parce que ça allait beaucoup trop loin. Presque Christophe Colomb était un homme de son temps. Et son temps, c'était l'Inquisition espagnole, l'esclavage et travailler avec le genre de mec qui était prêt à passer 2 mois sur un bateau à bouffer de la viande salée. Faut-il pour autant continuer à avoir une fête nationale pour un homme controversé et qui à l'évidence n'était pas un saint? Oui, complètement. Ce sujet est trivial, mais quand on voit la qualité des accusations contre lui, ça devrait rappeler à tout le monde qu'il ne faut rien lâcher. La destitution de Christophe Colomb au panthéon de l'histoire s'inscrit dans une tentative d'effacement du passé de la civilisation occidentale. On le voit bien avec les statues des confédérés qui sont en train d'être tirées aux États-Unis. Pourtant, je suis pas du genre à défendre les confédérés démocrates racistes, mais à quoi est-ce que ça sert d'effacer l'histoire? On dirait du Staline qui efface des photos des héros du parti récemment déchus. Si le but est de prouver que l'histoire de l'Occident est exempte de défauts, il me semble que cette entreprise est beaucoup plus raciste que de dire « voici les erreurs du passé, apprenons ». Et au fait, cet homme c'est Christophe Colomb. De toutes les histoires que l'on connaît sur lui, il a été juste avec les Indiens, il en a même élevé un comme son fils, et la seule preuve du contraire vient de son rival politique qui a été nommé gouverneur après l'avoir chassé du pouvoir. Aujourd'hui, aux États-Unis, de plus en plus de villes, et même des États entiers, ont remplacé symboliquement le jour férié Columbus Day par Journée des Indigènes. Tout ça irait très bien si l'intention n'était pas de réécrire l'histoire de Christophe Colomb au passage. Méfiez-vous des motivations de ceux qui réécrivent l'histoire. Faites ce que j'ai fait dans cette vidéo, analysez les arguments, souvenez-vous que le monde en 1492 était bien moins tendre et confortable qu'il ne l'est actuellement, et surtout, regardez si la relecture d'un événement historique est utilisée pour pousser un narratif ou si elle est bien basée sur des événements historiques. Merci d'avoir regardé la vidéo. Honnêtement, je trouve ça incroyable que je doive défendre un Rital mort il y a 500 ans. En plus, le problème avec toutes ces histoires, c'est que si Christophe Colomb n'avait pas existé, quelqu'un aurait quand même fini par découvrir l'Amérique, et j'ai du mal à croire que le destin des Amérindiens ait été différent. Bref, attention aux sbires du ministère de la Vérité. Si on veut revenir sur des faits historiques, il faudra montrer plus de preuves que ça, j'espère que pour vous aussi. Likez donc la vidéo si ça vous a plu, inscrivez-vous pour pas rater la suite. Nous serons en live le 3 novembre pour l'élection, donc inscrivez-vous bien en suivant le lien en description. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.